Innovation. 24 heures sur 24. 1, 2, 3. Royal FM. Nouvelle génération. Animation. Royal FM, number one radio station. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire innove. C'est désormais Jeudi à 21h sur Royal FM. le point littéraire. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite. Jeudi à 21h sur Royal FM. Il devient primordial de laisser ouvert ou de fouiller dans les livres, car c'est là où sont enfuis les secrets, même les plus inavouables du monde. Mettez rudement à l'épreuve cette assertion, qui veut que la lecture soit un luxe que peuvent s'offrir uniquement ceux qui ont temps à rien faire, aux longs crayons, aux intellectuels entre guillemets. C'est par la lecture qu'on se forge une vision du monde, de la société, de notre environnement. Cet outil nous prépare, anticipe et nous gracie des expériences vécues par les autres. Ne dit-on pas, et certainement à raison, que lire un livre, c'est ouvrir une nouvelle fenêtre et observer et même comprendre le monde par le regard différent d'un auteur. Ce soir encore et pour cette autre édition, le point littéraire graisse son tapis rouge, tout de pétales garnis à un érudit de l'écriture qui vient partager avec nous et vous son travail, qui porte le titre « Ne m'appelez plus Herman ». Il s'agit d'un recueil de poésie récemment publié aux éditions Acom. Qui parle de poésie parle nécessairement de beau, d'esthétique, d'image, de figures de style, de rapprochement. L'écriture de ce soir révèle quelques curiosités. La première, c'est qu'elle se range parmi les écritures nouvelles, celles strictement africaines, nées autour d'un mouvement impulsé par un siècle, celui du Kla Afro-Akom. Cette nouvelle écriture repose donc sur la quatorzaine akomienne. Vous venez de vous connecter. Mesdames et messieurs, sachez que l'émission sera menée jusqu'à 22h. Je vous invite donc à prendre la position la plus confortable à votre aise, le temps des commodités d'introduction et de bienvenue à votre égard.
Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Que dire de l'auteur du soir et de son livre, si ce n'est que son nom est Toka Dibakto. Il est né dans la ville de Nkonsamba, au crépuscule de la fête de la jeunesse. Toka Dibakto est un héritier du royaume des Vers et fut secrétaire de la coopérative scolaire au collège de l'Espérance du Mungo, président du club journal, délégué de littérature négro-africaine à l'université de Douala, secrétaire par intérim à la ronde des poètes de Douala, scénariste et opérateur son de la série Bataillon Blindé, diffusée sur les antennes d'Equinox Télévision. Toka est membre de l'association Culture, Littérature, Art, Clafwa Com. Sur le plan de la production littéraire, il est très prolifique. À son actif, plusieurs recueils de poèmes publiés aux éditions Edilivre. Mon héros, en 2012. L'Afrique a cessé de se masturber. La même année, en 2013, l'auteur dévoilera un autre recueil avec pour titre « J'amasse des trésors sur du papier ». Fine pluie de vers, un autre recueil de poésie, cette fois produit aux éditions Acom, suivra en 2019. Nous l'avons d'ailleurs reçu à l'occasion. À mettre également dans ses productions le roman à paraître qui a pour titre « Une vie sur du papier » et un article de presse publié en 2013 avec pour titre J'écris ce peuple, toi aussi. Le texte qui est proposé ce soir à notre sagacité, nous l'avons dit en introduction, a pour titre Ne m'appelez plus Herman. C'est une poésie préfacée par le professeur Ndemo Foping, plume connue et président du Clafwa Com, nouvelle dynamique typiquement africaine. Le recueil s'étend sur 116 pages pour un total d'une cinquantaine de poèmes. Placé de part et d'autre, le texte est dévoilement de la nouvelle identité littéraire de l'auteur. Celui-ci fait le procès d'un de ses prénoms, trace de la colonisation. L'auteur veut plus d'africanité. D'autres sujets classiques, mais chaque fois avec une approche différente, sont abordés. La reconnaissance aux personnes et aux personnalités qu'il considère comme modèles ou qui lui ont tenu la main. L'auteur parle d'amour, de déception, de trahison, d'amitié sincère, mais aussi de famille. Les sujets d'actualité n'échappent pas à l'auteur. La crise sanitaire actuelle, le coronavirus. L'auteur rend hommage aux soldats morts pour défendre la patrie, célèbre la nouvelle vision littéraire prônée par le Clafwa Com, autant de choses que nous aborderons ce soir pour vous donner un aperçu général de la richesse structurelle contenue dans le recueil de poésie de Toka Dibakto, notre auteur invité. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Accueillant à présent les invités du soir, Toka Dibakto. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de partager une nouvelle fois un plateau avec vous. Aujourd'hui avec un recueil de poèmes qui a pour titre « Ne m'appelez plus Herman ».
C'est pas une question, c'était un impératif. Oui, c'est un impératif. Je ne veux plus qu'on m'appelle Eman. Vous voyez, les Chinois ne s'appellent pas François ou Atangana ou Olomo. Donc voilà pourquoi nous, on doit s'appeler Eman. Voilà un peu. Vous faites le procès d'un prénom, d'une trace de la colonisation qu'il faudrait absolument ôter aujourd'hui. Je le sais, le prénom est... Comment on dit ça? Le prénom est significatif, voyez-vous. Et ce serait bizarre que quelqu'un fasse un enfant et lui donne le nom du voisin. Et nous donner les prénoms des Blancs serait un peu nous maintenir sous le joug de la colonisation. Voilà. C'est une revendication d'une nouvelle identité, une identité typiquement africaine. Il faut être fier de ses valeurs, il faut être fier de son identité. Il faut absolument se présenter tel quel et non se cacher derrière l'identité des autres. Bien sûr. Et puis le prénom, je l'ai eu. Je veux dire, le prénom, je l'ai eu de mes parents, sans ma propre volonté. Donc voilà, maintenant je suis conscient, je veux m'approprier les valeurs de mes pères. Voilà. Vous êtes un jeune auteur, mais c'est pas pour autant que vous naviguez ou nagez dans votre premier recueil. Il s'agit quand même d'un énième poème, d'une longue série qui a commencé, et vous le dites dans votre recueil depuis l'âge de 12 ans au moins. Oui, depuis 12 ans, au lycée du Manegouban Konsamba. Le déclic, c'était quoi exactement? Je me suis surpris en train d'écrire. Je me suis surpris en train de faire de petites phrases. Un beau matin? Oui, un beau matin. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, ce que tu fais là, c'est la poésie. Et j'ai continué. Aujourd'hui, l'écriture, c'est une partie de vous? L'écriture, c'est moi. C'est vous? Moi, totalement. Et dans l'un de vos poèmes, comment j'ai rencontré Toka? C'est-à-dire que c'est votre côté écrivain. Oui, mais là, c'est un peu du surréalisme. Ce n'est pas effectivement comment je l'ai rencontré. C'est un peu comment j'aurais voulu le rencontrer. Voilà, en fait. Voilà. C'est-à-dire que vous déclinez la façon dont vous aurez souhaité. Si on commençait votre premier poème, Ma plume, c'est le Konchap. C'est-à-dire que pour pouvoir vous comprendre, pour pouvoir vous cerner, il faut s'armer quand même de beaucoup de patience, lire attentivement chaque mot, chaque verbe conjugué pour pouvoir absolument décrypter l'auteur que vous êtes. Exactement. Surtout que le Konchap, c'est un mélange de tout. De haricots, de maïs. Donc je suis un auteur d'hiver et ondoyant. Vous parlez de tout, tous les sujets d'actualité. Tous les sujets sont abordés. L'amour, la passion, le développement. Pour le cas de Ne m'appelez plus Herman, c'est un livre qui est en gestation dans votre tête. À partir de quelle année? Combien de temps cela vous prend pour pouvoir absolument l'exposer, le consigner dans un livre? Exactement. Ne m'appelez plus Herman m'a pris 6 mois. 6 mois. Ça veut dire qu'il y avait un travail préalable quand même. C'est un défi que je m'étais donné. Le professeur ayant créé le mouvement, et le mouvement datant de 12 ans, et le professeur étant le seul à avoir écrit dans ce style, je me suis dit, il fallait quand même que je puisse accompagner le mouvement. Alors j'ai commencé à travailler, jour et nuit. Vous êtes le deuxième dans cette forme d'écriture. Bien sûr. Il faut dire que vous faites partie de l'association Le Cla Afro-Acom, qui prône aujourd'hui une nouvelle dynamique dans l'écriture, pas seulement dans la poésie, mais de manière générale. Alors, avant d'entrer plus en profondeur dans le livre, parlez-nous un peu du Cla Afro-Acom. Du moins, vous êtes un membre, vous avez quand même une idée de la philosophie prônée dans le groupe en question. Exactement. Le Cla Afro-Acom, c'est un ensemble d'écrivains qui se sont mis ensemble pour innover, pour inventer une nouvelle façon d'écrire. On s'est dit qu'on ne doit plus attendre que les Blancs créent les mouvements et que nous suivions. L'Afrique, pour une fois, a voulu penser et que le reste du monde l'accompagne. Voilà un peu notre vision. Et comment le faire si on ne crée pas, si on ne va pas puiser dans nos propres sources? Nous avons nos langues. Pourquoi ne pas les promouvoir?
que d'aller écrire en français ou en chinois et en japonais. Voilà, alors le professeur a décidé de créer ce qu'il appelle le système AZ, qui consiste à écrire nos langues comme si on écrivait le français ou l'anglais. Tout à fait. Donc, voilà. Alors, lorsqu'on vous écoute, la première particularité, c'est que ce nouveau mouvement inclut l'écriture à travers les langues nationales. Exactement. Il y a d'autres particularités à l'intérieur? Oui, il y a d'autres particularités. Par exemple, l'invention du vers de 14 pieds, qui est la combien. Il y a également que notre littérature est une littérature sacrée qui repose sur la symbolique des chiffres africains. Par exemple, nous avons décidé de ne plus écrire la lésangrin, qui est un vers typiquement français. Et nous avons inventé le vers de 14 pieds qu'on a baptisé Akomien, qui est un vers rythmé, qui a le rythme binaire, 7 plus 7, et qui avait, avec une coupe obligée à l'hémistiche. C'est un ensemble de règles qui codifient en quelque sorte cette nouvelle façon. On l'appelle l'acomien. L'acomien, le vers par excellence. Le vers par excellence, l'acomien. Alors, le mouvement, il se porte bien en ce moment. Vous avez rejoint quand même le groupe. Il avait été créé un peu plus tôt. Le groupe a été créé 12 ans avant que je ne vienne. Donc 12 ans après, j'arrive et je suis là depuis 1 an. 2020, si on prenait cette année, c'est le deuxième texte dans votre livre. Pour vous, 2020, c'est une année qui arrive avec beaucoup de difficultés. On peut le constater. Des personnes décédées, des célébrités parties, la pandémie qui arrive. 2020. Pourquoi avoir écrit d'abord sur 2020? L'année n'est pas totalement terminée. On se serait attendu peut-être à ce que l'auteur puisse attendre décembre pour parler de 2020. Il n'en est pas comme les autres. Le début nous montrait déjà ce que pourrait être la fin. Avec tellement de morts, les secousses et le coronavirus qui ébranlait le monde entier. Donc forcément, le poète étant l'homme de son temps, il fallait que j'en parle. Il fallait sauter sur l'occasion. Bien sûr. 2020, année de tous les malheurs. Quelques 3 mois après, le coronavirus sévit. Le coronavirus également est l'un des textes des 55 qui sont dans le livre. Coronavirus. Vous décrivez comme étant... comme étant la pandémie du siècle, comme étant un ennemi de l'homme, comme étant un mal qui décime les populations. Donc forcément ça m'a fait mal et ça m'a inspiré. Il fallait absolument dire un mot sur cette pandémie. Les sujets d'actualité, il fallait absolument que l'auteur s'en inspire. Justement. Parce que vous avez beaucoup de sujets d'actualité à l'intérieur. À côté de l'année 2020, il y a coronavirus. Mais également, en fond, on peut bien voir la question du soldat. Les soldats. On parle là bien évidemment des régions en crise et où régulièrement des fils du pays tombent au front pour la défense de leur pays. Justement, il fallait honorer ces gens-là. Quoi de mieux que d'écrire un poème pour les célébrer, puisque c'est grâce à eux que nous respirons, que nous avons la possibilité d'écrire ici. Si les frontières ne sont pas défendues, nous serons attaqués par les ennemis. Voilà. Il fallait célébrer le patriotisme. Justement. Peut-être convoquer ce patriotisme-là à chaque Camerounais au-delà du soldat qui s'en va au front, qui se bat jour et nuit pour protéger les frontières, pour garantir la sécurité, comme ce qui se fait en ce moment avec le contexte sécuritaire à Yaoundé, les bombes qui ont explosé ici et là, du moins bombes artisanales. Il faut absolument appeler les uns et les autres au patriotisme, à l'amour de la patrie. Justement, c'est ce que j'essaie de faire. Nous allons prendre la pause. On revient dans quelques instants et puis on va poursuivre avec cet entretien. Ne m'appelle plus Herman, considéré comme une valeur sûre de la poésie au Cameroun, parmi les jeunes auteurs les plus brillants certainement de sa génération. Et à ce message, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mon frère et ami le poète et écrivain Toka Dibakto. Félicitations à lui pour son ouvrage, j'ai beaucoup d'admiration pour son talent, bon vent dans ses aventures livresques
Que l'Afrique soit avec nous, c'est William Homer qui écrit. C'est vrai que Bonsoir, désormais William. il a son William nouveau qui est nom. également membre. Oui, William Homer. C'est vrai que son nouveau nom, c'est Tuss Lawyer. J'aurais également qu'il veut plus d'africanité dans le nom, dans la façon d'être désigné. Et c'est le même jour que nous avons décidé de changer de nom. Le même jour. Ensemble. Vous voulez pas de coloration. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites il ne faut pas donner je vais pas vous citer exactement, il ne faut pas donner le nom de la vipère à peut-être un chacal. Ça, c'est vrai. Il faut appeler Chacha. Il faut appeler Chacha. Pour donner une petite idée aux auditeurs de ce dont vous êtes capable, nous avons choisi pour la première déclamation le poème « Si tu veux savoir ». Si tu veux savoir. De quoi parle ce recueil, enfin je veux dire ce texte, cette poésie? C'est un ramassis de vécu. Tout ce que je ramasse dans la rue. Et j'ai voulu mettre ça, le quotidien des Camerounais en fait, que j'ai voulu mettre dans ce texte. Vous vous inscrivez en poète engagé. Justement. Parler d'état et avatar de la société. Justement, je suis un écrivain de gauche. Un écrivain de gauche, vous êtes déjà défini. Alors la particularité au niveau de la forme de cette poésie, c'est que c'est un poème carré. Un poème carré, un poème à combien? Un poème à combien? C'est des énième syllabes. Et les strophes ont 9 vers. 9 vers. Et 9 vers de 9 pieds chacun. Et le poème a 9 strophes au total. Donc ça fait un poème carré. Un poème carré. Alors, faites découvrir aux auditeurs cette poésie. Si tu veux savoir. Si tu veux savoir pourquoi je pleure, ne t'enferme pas dans ton bureau. Décale de l'air préfabriqué et va te baigner à la lumière, dont le pénis en érection viole si violemment nos narines, haut jusqu'enceinte les poumons, viole comme un violeur de gamine, violé par la méchanceté. Si tu veux savoir pourquoi je pleure, fais un tour à la poste centrale, les soirs à partir de 18h. Chapelle de la débrouillardise, chacun a sa Bible devant lui. Ici c'est l'église des chaussures, là-bas l'église des bracelets, il y a aussi celle du soya. Oh, le pasteur, c'est la pauvreté. Si tu veux savoir pourquoi je pleure, va à la voirie municipale. Tu verras les muscles d'avoir tordre les poches des commerçants. Nombreux étaient étudiants. Après plusieurs échecs à l'ENAM, ils ont pris la moto pour survivre. Ils ont pris le bain-skin pour danser au rythme de la galère. Si tu veux savoir pourquoi je pleure, ce sont les détenus de prison qui ont exacerbé ma douleur. L'université de Kondengi, dormir à l'amphi du Kosovo, avaler la mer de quotidien, prisonnier au fond de son esprit, crépasser tandis que son cœur bat, pauvre détenu de Kondengi. Si tu veux savoir pourquoi je pleure, écoute les chansons de mon pays, écoute la voix du ridicule qui se masturbe dans les oreilles, entends la jeunesse pervertie qui balbutie au lieu de chanter, les chansons d'anus et de vagin, des chansons qu'on oublie aussi vite, comme les jupons des prostituées. Si tu veux savoir pourquoi je pleure, la corruption tue notre nation. Tellement de milliards débloqués pour élever des ponts en biscuits, des écoles dans les branches d'arbres, des hôpitaux sans plateau technique, les médicaments de coin de rue. La rue est courue de stupéfiants. Oh, quel avenir pour la jeunesse. Si tu veux savoir comment je pleure, mes larmes coulent par petits bouts et arrosent le lit du papier. Je pleure sans vêtir mon regard. Pourquoi vous cacherai-je mes yeux en enfilant des lunettes noires? Mes larmes coulent à l'intérieur et je me noie progressivement. Oumniobé au secours, sauve-nous. Si tu veux savoir comment je pleure, comme le volcan en éruption, vomissant au pied de la montagne, ses mauves et toutes ses menstrues, je pleure pour chasser mon chagrin. Mon chagrin refuse de partir. Quand je fais un pas, il me poursuit. Il continue quand je m'arrête. Il continue vers l'infini. Si tu veux savoir comment je pleure, comme l'étoile sur le drapeau, comme les enfants du Lébialem, comme les morts de Boko Haram,
Mes pleurs sont des chants pour la paix. Oh, si pleurer n'était pas chanter, je ne vous manquerai pas du doigt les démons qu'il faut exorciser pour le salut de notre nation. Toka Dibato, si tu veux savoir. Extrait 2, ne m'appelez plus Herman. On peut dire qu'en quelques lignes, l'auteur, à travers ce poème, précise les raisons de son écriture. Pour vous, écrire, c'est un peu comme aller au combat. Et vous menez ce combat à travers ce que vous dites, à travers votre façon d'aborder les sujets que tout le monde côtoie. Vous avez cité la Poste centrale, vous avez cité d'autres événements, Kondingi, les prisons qui sont bondées de prisonniers ou de monde, mais mal entretenus. La mairie municipale aussi, avec Awa qui chaque jour tord le cou aux commerçants. N'oubliez pas qu'avant d'écrire, j'ai été commerçant. Et une fois, j'ai été victime de ces gens-là. Donc forcément, ça m'a ému. Et j'ai voulu écrire. Ce sont des réalités parfois qui marquent, qui vous imposent un certain arrêt pour poser des questions. Parfois, vous n'avez pas d'emploi, vous voulez vous débrouiller, mais vous n'arrivez pas. Beaucoup de commerçants se sont retrouvés dans des soucis, des problèmes, peut-être même dans des commissariats pour essayer de plaider leur cause parce qu'ils avaient perdu un capital dans cette affaire-là. Justement, c'est des choses, quand je vois les gens blessés comme ça, là, forcément, ça doit m'émouvoir. Et je ne peux que dénoncer cette façon de faire. Je ne dis pas que c'est bien de vendre au bord de route, mais il faut questionner les raisons qui les amènent là. Les gens y vont parce que les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Voilà. Dans ce recueil de poèmes, il n'y a pas que des sujets d'actualité, mais on parle également de sentiments. Vous parlez de l'amitié vraie et un modèle Sengono Abanda, c'est d'ailleurs le titre d'une poésie. C'est un ami vrai. Parfois, les amis sont plus que des frères. Vous nous le faites savoir. Vous avez noté, votre ami, il avait 8 sur 10. Et pourtant, les propres membres de votre famille s'en sortent parfois avec 0. L'amitié, c'est fondamental quand même. L'amitié, c'est très important. Les amis, parfois, sont plus que des frères. Et même quand on est frère, il faudrait être en plus des amis. Lui, Ngono Abanda particulièrement, je le rencontre au chantier. Et je ne sais pas que c'était un ancien étudiant de Sianto. On se lie d'amitié, on devient des frères. Il vient chez moi, je m'en vais chez lui, jusqu'aujourd'hui. Voilà. Vous êtes toujours amis? On est toujours amis. Vous aviez des projets aujourd'hui, chacun mène sa route et toujours à la course, voilà la suite de ses volontés. Et pour la petite histoire, c'est des gens très brillants qu'on retrouve parfois dans les chantiers parce que Ngono, lui, il a eu le concours de l'école normale. Et je ne vous dis pas que là-bas, il est sorti premier. Major de sa promotion. Major de sa promotion. Donc, voilà. Il y a lui, mais il y a également plusieurs autres noms qui sont cités. Jires Noula. Jires Noula, oui, un ami d'enfance. Il était au lycée jusqu'à l'université. Le lycée de Manengouba. Oui, le lycée de Manengouba. Oui. On était ensemble jusqu'à l'université de Douala. Vous poursuiviez les mêmes rêves ou chacun son rêve? Chacun avait son rêve. Lui rêvait de devenir avocat. Lui, il a poursuivi. Il est docteur aujourd'hui. Exactement. Aussi, Noël Aimé Wendy. Un ami d'enfance. Un ami à l'hôtel Le Mungo en Konsamba. Il est toujours en Konsamba? Non, il est sorti. Il est en Chine aujourd'hui. Il est en Chine. Et c'est justement, vous nous faites savoir dans le poème qu'il enseigne justement
En Chine? Oui, il n'enseigne pas. C'est une façon de parler. Vous savez, je suis. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que, en fait, il va. La langue d'un ensemble, il a amené ça en Chine. C'est un digne fils qui va représenter le Cameroun en Chine en quelque sorte. Justement. Alors, on note également dans votre recueil qu'il y a plusieurs noms qui sont cités. Certainement des marques de reconnaissance à l'endroit de Guchingue, par exemple. Ce sont des personnes, Paul Fokam Kemounié, et ce sont des personnes, le professeur Lemugoum, Daniel, le professeur Demofoping. Pourquoi ces personnalités-là en particulier? Parce que c'est des modèles dans notre société. Et j'ai voulu les célébrer. Faire en sorte que les Camerounais s'identifient à eux. Voir comment les gars se sont manifestés lors de l'appel du président à faire des dons pour le coronavirus. Ça m'a touché. Donc, il fallait absolument dire quelque chose sur eux. Il ne s'agit pas d'une recherche. C'est des modèles dans la société, il faut voir d'où ils viennent. C'est des gens qui ont travaillé, qui sont les meilleurs dans leur domaine. Regardez le domaine de la finance. Au Cameroun, je ne pense pas qu'il y ait meilleur que Paul Fokam Kemounié. Et pourquoi les jeunes ne travailleraient pas à être des modèles dans leur domaine comme eux? Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas également de chercher peut-être un parrainage, attirer l'attention de ces derniers? Non, pas forcément. Vous les présentez simplement comme des modèles? Comme des modèles. Bon, après, s'ils sont reconnaissants, tant mieux, mais mon but... C'est pas l'objectif premier. Mon but, c'est de les vanter. Alors, le poète a quel type de relation? Ou alors, quel est le regard qu'il pose sur la gente féminine? On a bien l'impression que beaucoup de ses poèmes parlent de demoiselles, parlent d'amour. Sous la moustiquaire, Soleil, Laura, bref, j'en passe. Alors, il y a une forte ou alors une dominance des poèmes réservés à la gente féminine. Pas toujours dans le bon sens. Quelquefois, c'est pour parler de l'amour qu'on a rencontré. Et puis, quelquefois, la déception, la rupture. On dit toujours que derrière un grand homme se cache une grande dame. Et l'homme ne pouvant vivre sans la femme, forcément. Voilà. Les femmes ont toujours contribué d'une certaine façon à... Oui, à ma poésie. Et j'ai connu tellement de déceptions, c'est pour ça qu'il y a plusieurs femmes. S'il y avait eu une seule femme qui était fidèle, il n'y aurait qu'un seul nom. Il y a beaucoup de noms. Soleil, Laura, chacune a son histoire en particulier. Justement. Beaucoup d'amour, parfois les déceptions. Beaucoup de déceptions surtout. Et le poème Le Cocu, qui est le 10e, vient un peu pour confirmer la déception. La déception face à une jeune demoiselle qui nous fait rêver. Oui, mais sauf que le cocu, c'est pas une histoire vraie. Je me suis mis dans la tête des gens qui sont souvent dessus. Et je me suis laissé aller. On peut bien penser, et vous le dites d'ailleurs dans la préface, je veux dire dans l'avant-propos, que le livre parle de vous. Justement. Toutes les réalités qui sont déposées parlent de vous, ou bien il y a des éléments que vous avez créés pour embellir un tout petit peu le recueil? Le livre parle de moi, mais pas forcément de moi seul. Victor Eliot dit, quand je parle de moi, je parle de vous. Donc le livre parle de moi, il parle également des autres. Un autre aspect que j'aimerais comprendre. Dans le livre, vous dites, du moins j'espère que c'est au sens figuré, que vous êtes né d'un viol en fait. C'est une image en fait. Non, c'est une image. C'est une image. C'est une image. Pour expliquer ça, je veux dire, le viol, c'est les Blancs qui sont venus nous coloniser. Pervertir je suis né, je suis obligé d'écrire le français, pourtant je ne l'ai pas voulu. C'est le viol là que je suis. De toute façon, au départ, du moins à la première lecture, on a cru, mais c'était à la deuxième lecture qu'on a fini par comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait exactement. Alors, vous parlez également d'environnement dans votre recueil.
principalement avec le lac municipal. Un poème que vous allez également nous déclamer, le lac municipal, qui était autrefois, du moins à travers les clichés photos, était un endroit prisé qui attirait grand monde. Aujourd'hui, totalement abandonné, laissé, délaissé, à l'abandon. Je ne comprends pas comment un site comme celui-là, un site touristique, peut être abandonné en plein cœur de la capitale. Donc je passais là une fois et ça m'a bouleversé. J'ai eu cette inspiration et je l'ai mis sur du papier. Est-ce que vous pouvez partager avec les auditeurs justement le lac municipal avant qu'on ne prenne tout à l'heure les classiques littéraires quand ce sera possible, hein? Voilà, pas encore. Allons-y, prenons le lac municipal tout de même. Dans son assiette de terre rouge, l'eau nous dévoile sa nudité. Elle a le ventre si mou, tes poils verts sur sa poitrine, le dos vert, sans nombril, le mouvement de ses reins cristallise les regards. Le prêtre debout sur sa pirogue confesse les péchés des poissons, en balançant à l'eau sa soutane. Il faut dénoncer ces faux dévots, récoltant les forfaits des croyants, afin de mieux les assujettir. Ah, le pécheur, prêtre des coups d'eau, se déplace en plongeant sa pagaie dans le sexe voluptueux des vagues. Le lac est tout, sauf le Sérélac. Il ne faut pas goûter à son eau, sans avoir des anticorps vigoureux et résistants. Oh, une eau qui se lèche, avec les langues des yeux, non celles de la bouche. Si grand le lac était, on l'enviait pour sa beauté, mais il a perdu du poids et tout son charme avec. Le lac avait un doux teint, autrefois sur les photos, mais sa peau s'est avilie. Les touristes n'attirent plus, ils n'attirent que les Sissongo, ayant semé leur logis tout autour de sa colonne. Lac muni, mais si pâle, qui oppose chaque jour tous nos regards à moyen. Je vous prie, gouvernant, au secours. Messieurs, sauvons le lac en détresse, qui mendie nos soins au quotidien. Juste une tondeuse le peigne pour embellir ses cheveux. Le lac pleure, le lac saigne. On le regarde mourir sans lever le petit doigt. Un texte de Toka Dibato, extrait bien sûr de ce recueil de poèmes. Ne m'appelez plus Herman. Les meilleurs moments pour vous, le moment propice pour vous mettre à rédiger, c'est la nuit, le jour, à quelle heure, et généralement c'est à partir de quoi que vous pouvez décider d'aller écrire? J'écris généralement à partir de 2h. À 2h du matin. Pendant que tout le monde dort, il y a le calme. Tout le monde dort. Je dois me relever tous les 2 heures. J'écris toujours. Et je ne saute jamais. Même si je ne dois pas écrire à cette heure-là, je dois être debout pour lire au moins. Oui, pour lire au moins. C'est mon moment privilégié, justement. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé face au phénomène de la page blanche? 2, 3 jours, 4 jours, vous êtes debout, mais sans pouvoir mettre au coucher sur papier quelque chose? Non, pas encore. Quand je n'écris pas, c'est que je suis pris par le travail, par autre chose. Mais la page blanche, jamais. Pas encore. Enfin, du moins, jamais. Parce que si je dis pas encore, c'est un peu comme si on souhaitait que cela arrive. Autre aspect de votre livre, les co-épouses, c'est un sujet social. Vous êtes, disons que tout à l'heure en entrée, je disais, vous abordez toutes les facettes de la vie, sentiments, émotions, actualités, et maintenant la question sociale. Les co-épouses. Les co-épouses, je suis issu d'une famille polygamique d'abord, il faut le mentionner. Je suis issu d'une famille polygamique et le fait de... Je suis non seulement issu d'une famille polygamique, mais je suis issu du veuvage. Ma mère sort d'un mariage pour m'accoucher dans un autre mariage. D'accord. Et j'ai grandi dans la maison de chez... Je sais pas comment dire ça, chez le premier mari de ma mère. Donc ça fait que je n'ai aucun frère de sang.
Je n'ai que des frères consanguins. D'accord. Et vivre dans cet environnement-là. C'est pas souvent évident. Justement. Avec les familles recomposées. C'est un réel problème qui est posé dans le recueil ou bien dans la poésie principalement. Il y a ça. D'autres textes. On a dit au moins 55. Ma plume, c'est le Conchap. 2020, Sous la moustiquaire. Soleil, la commune par excellence. Le frère consanguin. Comment j'ai rencontré Toka. Oumniobe. Oumniobe. Ça parle évidemment de... Ça parle de lui-même. Oui. Oumniobe. De ce Camerounais qui a perdu sa vie. Qui s'est battu pour ses compatriotes, qui s'est battu parce qu'il voulait une nation plus belle, parce qu'il voulait un avenir meilleur pour ses concitoyens, et qui malheureusement a été incompris, assassiné par les siens. Il y a ça, il y a Soldat de l'ombre, le cocu, mon école de demain. Comment vous entrevoyez l'école de demain? Beaucoup plus affûté que ce qui est fait aujourd'hui? Je me dis que pour que notre école soit... Il faut une école qui sied à notre moment. Il faut une école qui ramène le noir à son passé. Il ne faut plus une école qui nous aliène. Il faut une école qui vante les valeurs africaines. Et quand je parle d'école, je ne parle pas d'école conventionnelle. Je parle d'une autre école, une école de la sagesse, une école au pied de l'arbre où les parents nous inculquent le savoir, où on nous inculque le panafricanisme, où on nous inculque l'amour du prochain. Donc je ne parle pas d'école en termes d'aller s'asseoir dans un banc. Et vous voyez que je dis que mon école, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de botanique, il n'y a pas de zoologie, il n'y a pas de tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Donc voilà, c'est une école de savoir, une école de prise de conscience. Une école de la vie. Une école de la vie. Alors il y a Laura, il y a Ricochet, le lac municipal, l'hommage au poète Ndemo Foping. C'est un peu normal, vous pouvez nous le dire. Vous parlez de cette rencontre qui s'est rendue nécessaire. Vous espérez être un peu comme lui. Certes, peut-être pas professeur, mais vous souhaitez également que votre plume impacte l'environnement dans lequel vous vivez. Oui, justement. C'est ce que je veux. Et puis la rencontre avec lui ici, je ne l'avais pas rencontré. Je n'aurais pas écrit ce livre. C'est cette rencontre qui m'a amené à ce niveau. Je n'aurais même pas publié le livre précédent parce que le professeur est avant tout éditeur et c'est lui qui édite les livres. Tout à fait. Donc, ayant écrit dans une forme qu'il a inventée, il était de bon ton que je puisse lui dédier mon ouvrage. Vous avez une façon de décrire ce qui pourrait être considéré comme une activité banale. Manger des beignets chez Mamie Makala. Cette peinture est faite peut-être du fait que l'auteur est très souvent été en contact de cet univers-là, Mamie Makala. C'est également un poème qui nous a particulièrement parlé parce qu'on dit les choses avec esthétique, avec beauté, on sait l'enjoliver en quelque sorte. Je dis les choses telles que je les vis dans ces environnements-là. Et étant africain, on a voulu écrire une littérature qui rompt avec le contact noir-blanc. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des œuvres qui ont été produites, c'est des œuvres qui parlent du contact noir-blanc. Et nous voulons à la fois comme écrire une littérature qui met en valeur nos problèmes, qui fait ressortir nos problèmes, qui décrit notre environnement. Quoi de mieux que de parler de Mamie Makala, un environnement que je côtoie. Si j'avais écrit sur des prés de France ou bien du Paris 6e, ça aurait été un peu bizarre. Donc, voilà. Une vie en cavale, si tu veux savoir, j'écris en état d'ivresse. Et ça veut dire que pour pouvoir écrire, l'auteur a besoin... Non, c'est l'état dans lequel je me retrouve généralement quand j'écris. Ce sont les mots qui... C'est l'émotion du moment. Oui. Qui transforment en fait l'auteur. Vous plonge dans votre monde à vous, où vous maîtrisez les mots, où vous pouvez jouer avec.
écrit en état d'ivresse, en fait, la plupart des poèmes que vous lisez là, c'est des innovations. Oui. Et je dis bien que pour me comprendre, il faut avoir de l'eau glacée. Oui. Et si vous me lisez justement... Au premier degré, ce sera compliqué de comprendre de la profondeur. Voilà, vraiment. Donc il ne faut pas s'attarder sur ce que vous lisez, il faut aller un peu plus... Un peu voir au-delà, comprendre au deuxième, troisième, quatrième degré. Juste. Accepter que son esprit vole pour aller découvrir le fin mot du poète que vous êtes. Tayaxi. Oui, on était intéressé de voir qu'on peut introduire dans un poème français quelques termes qui soient appropriés dans une langue locale. Aussi, ça est en Medjumba d'abord, ça signifie notre Père Dieu. Notre Père Dieu. Oui. Et notre but à la fois c'est de pouvoir un jour écrire en nos langues vernaculaires. Quoi de mieux que de mettre chaque fois un mot, de glisser un mot de nos langues de temps en temps dans cette littérature pour que ce ne soit pas uniquement de la littérature française prolongée. Il y a ce mot-là, il y a également le mot grammaire, il y a suffisamment de mots qui sont dans nos langues nationales qu'on peut retrouver dans le dit recueil. Je fais la guerre à mon prénom, Ngono Abanda, on en a parlé. Et je crois que c'est une localité que vous maîtrisez très bien. Non, un quartier. Un quartier de la ville de Nkonsamba. Le Baobab. Je pense que dans le précédent recueil, Nkonsamba avait tout un poème. Oui, tout un poème. Il y a la question du Baobab. Le Baobab ne parle pas. Le Baobab parle. Quel est le symbole en fait que vous tentez de traduire à travers le poème, le Baobab? Le Baobab, c'est un poème qui parle de méchanceté. Et c'est un Baobab qui existe vraiment, qui est du côté des Nyons. Et chaque fois, avec mes collègues, quand on passait devant le Baobab, on blaguait. On semblait s'arrêter chaque fois et on parlait au Baobab. Donc, le Baobab. Il faut parler de ça. Entre autres, Tara, mandat d'arrêt international, la belle inconnue justement qui fait l'objet d'un procès, là, on peut le dire ainsi, la belle inconnue. C'est plutôt mandat d'arrêt international, simplement parce qu'on vous a perturbé dans votre sommeil. En fait, il y a une belle histoire autour. Il y a ma sœur Hildegard. C'est votre vraie sœur? Non, c'est pas ma vraie sœur, c'est ma cousine. C'est votre cousine, qui elle également serait très intelligente. C'était un hommage donc à cette cousine que vous semblez très bien apprécier. Quelqu'un qui m'a marqué, qui a payé ma scolarité quand j'étais à l'université. Et qui même quand elle est allée à l'Hexagone a continué à me soutenir. Ça c'est plutôt rarissime de nos jours. C'est-à-dire que cette charité, ce sentiment de pouvoir de temps à autre partager ce qu'on a, c'est pas évident. Vous êtes l'Amérique. Vous êtes d'abord l'Amérique parce que c'est un pays où ont été déportés les Noirs. Mais également, vous êtes l'Amérique lorsqu'il s'agit de la pandémie à Covid-19. Elle a fait des morts. En une nuit, on a bien pu compter plusieurs quand même. Bon, sauf que c'est pas moi l'Amérique. Vous voyez, c'est Diderot Chabda, qui était un cousin qui joue aux États-Unis. C'est pour ça qu'après, j'ai dit, je suis aussi l'Amérique, mais c'est pour Diderot Chabda. Diderot Chabda, qui est votre? Qui est mon cousin, et qui vit aux États-Unis. Donc c'est lui qui est aussi l'Amérique. La littérature autour d'une bière. Là, il faut également avoir un symbole. Oui. La littérature autour d'une bière. C'est... On voit bien à l'intérieur qu'il y a des images des poètes connus que heureusement j'ai eu la chance de rencontrer récemment lors de la rentrée culturelle. La rentrée littéraire. Et ce sont des personnes, presque chacun a sa particularité. Ils viennent tous d'horizons assez, d'autres d'Obala, d'autres de... Chacun vient et a sa contribution dans ce vaste mouvement. Justement. Allez-y. Oui, je veux dire, avant que vous ne me coupiez, la littérature autour d'une bière,
Je l'ai écrit le soir de notre rentrée littéraire. Le soir de votre rentrée. Oui, j'y étais effectivement. Et ce soir-là, je me souviens qu'après, nous sommes allés nous asseoir autour d'une bière. Et j'ai voulu que ce moment-là soit... Immortaliser le moment. Alors je suppose qu'on aura malheureusement pas ce soir les classiques littéraires parce que effectivement il y a un petit souci technique, mais on promet de se rattraper jeudi prochain lorsqu'il sera exactement 21h. Alors peut-être pour sortir finalement, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir de ce recueil de poésie? Il faut retenir que c'est une littérature nouvelle. C'est un courant littéraire que nous sommes en train de mettre en place. Et nous invitons des écrivains à suivre le mouvement. Vous souhaitez voir d'autres personnes écrire également dans votre langage, également avec les mêmes formes, pas forcément les mêmes mots, avec... Justement. On était très heureux de vous recevoir, Toka Dibakto. Vraiment très heureux parce que, au-delà de tout, c'est un livre que je conseille. Oui, c'est un livre que je conseille vivement. Je conseille vivement à tous les auditeurs qui nous écoutent et même téléspectateurs. Riche d'enseignements, une écriture tout à fait particulière. Justement. Allez, on dit certainement à une prochaine, peut-être au moment où le roman viendra. Et le roman vient bientôt. Donc je ne manquerai pas de vous informer. Alors tout de suite, on va prendre les classiques littéraires pour sortir. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Les grandes espérances de l'auteur britannique Charles Dickens retient notre attention ce soir. C'est un roman d'apprentissage dont l'éditeur est All the Way Round, édition en feuilleton, puis Chapman & Hall, édition en volume pour la version en anglais. Annie-Lisette Ambassa. Bonsoir Jean-Jacques Foucault. Il faut dire que la version française est du traducteur Charles Bernard Desrosnes, édité à la librairie Hachette, paru à Paris en France en 1864. Les Grandes Espérances est le 13e roman de Charles Dickens, le deuxième après David Copperfield, à être raconté entièrement à la première personne par le protagoniste lui-même, Philippe Pirip, dit Pip. Le sujet principal en est la vie et les aventures d'un jeune orphelin jusqu'à sa maturité. L'histoire commence vers 1812, comme la prime enfance de Dickens, passée dans le même comté rural du Kent, pour se terminer vers 1846. D'emblée, le lecteur est régalé par la terrifiante rencontre entre le héros et le forçat évadé Abel McWish. Les Grandes Espérances est un livre violent marqué par des images extrêmes, la pauvreté, les pontons, les entraves et les chaînes, les luttes à mort. Il associe donc une intrigue nourrie de rebondissements imprévus à une posture autobiographique comprenant différentes tonalités de remémoration et, indépendamment de sa technique narrative, il reflète sinon les événements de la vie, du moins les préoccupations de l'auteur et surtout sa conception de la société et de l'homme. Les Grandes Espérances présentent une panoplie de personnages hauts en couleur qui sont restés dans la conscience populaire. L'implacable Miss Havisham et Estelle à la beauté glacée, Joey, le forgeron, tout de raison et de bonté. L'oncle Pumple Chouk, à la fois débonnaire et desséché. La figure coupante de l'avoué Jaggers, celle à deux facettes de son double opposé, Wemmick, l'ami d'Isser et sage Herbert. En un long et convulsif processus de changement, les thèmes conflictuels, classiques chez Dickens, de la richesse et de la pauvreté, de l'amour et du rejet,
du snobisme et de l'amertume, finissent par céder peu ou prou le bas au pouvoir, de la bonté à sa victoire sur les forces de l'obscurantisme et du mal. Merci à Annie-Lisette Ambassa. Salomon Essana était à la mise en onde de ce soir. Régie d'antenne, Carole Prudence Tientieux, coordination centrale, Roger Kiek de Kiki, supervision générale, le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Prochain rendez-vous jeudi prochain, 21h. Bonne soirée à vous. Un jour ici au village pour conter une histoire, une pleine page, des ragots colportés tel un radotage. Tout était bien étudié pour que cela se propage, mais personne ne voulait bien se demander si cela était vrai ou tout inventé. Et les seuls qu'il paraît n'ont pas fait douter toutes les bonnes gens rassemblées là dans l'ombre du clocher.